Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Alors non, je n'essaie pas de prendre une voix grave parce que c'est l'Adeptus Mechanicus, quoique ça pourrait faire un trip voix un petit peu mécanique, mais c'est que j'ai la gorge complètement pétée, donc comme je tiens quand même à vous faire une vidéo pour pas qu'on soit trop en retard avec les codex, et comme j'ai envie de le faire encore en mode preview, voici donc le codex Adeptus Mechanicus. Pour le coup, j'ai pris le temps de déjà le feuilleter, histoire d'être un petit peu plus pertinent cette fois-ci. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez qu'on le découvre vraiment ensemble, je le déballe avec vous, ou alors que j'essaie de prendre le temps un petit peu de le lire un petit peu avant. Cette fois-ci, je me suis décidé pour le lire un petit peu avant. Alors on retrouve toujours une illustration, maintenant assez classiquement. Alors celle-ci on la connaît déjà, elle est assez sympa parce qu'on voit bien l'affiliation en fait des titans d'Adeptus Titanicus avec l'Adeptus Mechanicus. Donc toujours une sorte de logo, une sorte de blason d'Adeptus Mechanicus, assez travaillé. Alors comme d'habitude, je vais vous mettre le sommaire avec dans un premier temps tout ce qui est historique, donc le fluff. Ensuite tout ce qui est partie photo, avec toutes les photos des figurines du studio. Et puis ensuite les règles. Donc comme ça vous pourrez directement zapper à ce qui vous intéresse. Alors ce qui est assez sympa aussi dans l'introduction ici, c'est qu'il cherche vraiment à vous mettre dans le thème de l'Adeptus Mechanicus, c'est-à-dire vraiment adepte de la machine, avec un calcul froid, méthodique. Et je dois dire que dès l'introduction, j'avais pas forcément senti ça sur d'autres codex. Là, on est vraiment en fait dans l'ambiance, donc ça c'est pas mal du tout. Alors là aussi, on cherche à vous mettre dans l'ambiance, donc les Adeptus Mechanicus contre les Tyrannides, ça permet de voir pas mal de petites choses. Donc là, on a une sorte d'adepte qui est sur une sorte de, on sait pas trop hein, évidemment, mais ça c'est le genre de figurine qui aurait pu faire plaisir en fait à sortir. Donc là oui, encore une fois, pour la sortie du codex, je suis déçu qu'il n'y ait pas de nouvelles figurines. Surtout quand on voit en fait celle-ci, ou alors celle-ci sur le côté, là on imagine une sorte de... Alors peut-être que lui aussi il flotte sur le même système, mais peut-être qu'on peut aussi imaginer un petit peu comme un spectre Necron en fait, avec des armes ésotériques. J'attire votre attention aussi dans cette partie-là du dessin, où on a une sorte de titan avec une tête assez sympathique, assez agressive. Qui sait, ça pourra sortir un jour en figurine, ça pourrait être sympathique aussi. Alors, on vous présente l'armée d'Adeptus Mechanicus, donc il faut vous rappeler qu'avant, il y avait plusieurs codex. Il y avait le codex Skitari, donc c'est ce qu'on va voir détaillé ici, et il y avait aussi le codex Adeptus Mechanicus pur. Donc là, bien sûr, enfin, ils ont tout réuni dans un seul codex, donc ça, on s'en doutait. Vous verrez aussi qu'il y a les Questor Mechanicus, donc Questor Mechanicus, c'est tout simplement les chevaliers. Donc l'organisation stratégique d'un monde forge, c'est simplement pour vous montrer en fait les différents degrés d'armée qu'on peut avoir en fait à l'intérieur. Donc les macroclèdes, c'est vraiment un grand ensemble qui va être décomposé. Donc vous voyez à chaque fois vous avez le macroclède qui est décomposé en cohorte, qui est lui-même décomposé en manipules. Et nous en général ce qu'on va jouer c'est justement les manipules. Au passage on a une vision en fait de Mars, avec l'anneau de fer qui est autour de Mars, qui est en fait des grands chantiers spatiaux qui permettent de construire justement des vaisseaux en orbite. Donc là, ce qu'il vous explique ici, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de termes différents pour parler des prêtres de l'Omnimessie, donc c'est-à-dire des différents rangs qu'on peut avoir à l'intérieur de l'Adeptus Mechanicus, et qu'il y a aussi plusieurs domaines de compétences, hein, que ça peut être aussi, vous voyez, les généteurs. Donc là, c'est ceux qui vont plus s'attacher à tout ce qui est l'aspect recherche biologique, recherche génétique. Et donc cette partie-là détaille un petit peu tout ce qu'on peut trouver, et tout ça pour vous dire que de toute façon, c'est très compliqué et qu'on ne peut pas tout expliquer. Donc là, un dessin assez chargé, hein, comme on avait l'habitude d'en voir à l'époque, vous voyez, où on voit vraiment que l'homme a disparu complètement derrière la machine, avec tous ses câblages, ses optiques de vision, ses bras. On retrouve un petit peu le côté Imperium avec les petits chérubins. Alors maintenant on commence à avoir l'habitude, donc la galaxie telle qu'elle est actuellement et telle qu'elle est vue, surtout par les adeptes du dieu machine. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que c'est sans doute la seule carte, peut-être, où on ne verra pas de Terra. Vous voyez, là, le centre de l'univers, c'est Mars. Mars, la planète, justement, d'Adeptus Mechanicus, qui éclipse complètement Terra. Donc avec, bien sûr, les différents mondes forges les plus connus. Alors, ça peut être intéressant de regarder en détail cette carte, parce qu'il y a toujours des petites choses qu'on peut trouver, qu'on peut déduire.
Ouais, comme là, un conduit astro-télépathique. Donc on ne sait pas forcément ce que c'est, mais je pense que c'est rattaché à des choses, soit dans des romans ou des histoires qui peuvent venir ou qui sont déjà passées. Donc, l'univers de 40 000 est tellement vaste que c'est vraiment très compliqué de tout connaître. Alors ensuite, on vous présente l'iconographie de l'Adeptus Mechanicus. Donc c'est tout simplement pour vous dire comment sont faits en fait les marquages, et qu'il y a des marquages en fait tout simplement sur vos figurines, que vous pouvez les représenter. Et ensuite, on va vous détailler tous les monts de forge, enfin les monts de forge principaux, en commençant bien sûr par Mars, Mars qui est la planète berceau de l'Adeptus Mechanicus, et donc la planète la plus révérée, et celle qui a le plus d'importance au sein de l'Adeptus Mechanicus. Donc dans l'historique, il vous explique aussi que Mars, avant, c'était une planète qui a été terraformée, et qui avait la même atmosphère un peu que la Terre, enfin que Terra, mais suite à des guerres civiles, en fait, la planète a complètement été détruite et remplie de radiation, et que de cet apocalypse, les seuls qui ont survécu étaient justement ceux qui connaissaient en fait les technologies, donc les prêtres, enfin donc les mécaniciens, on va dire, tous ceux qui avaient la technologie, et donc de ça est né l'Adeptus Mechanicus. Ensuite, Lucius qui est une planète creuse qui en son centre a un mini-soleil en fusion, donc une des sources d'énergie les plus puissantes en fait de la galaxie, de ce qui s'en dit, d'Adeptus Mechanicus. Et en fait, ça leur permet aussi de créer un alliage spécifique, le Lucium, qui est une sorte d'alliage extrêmement résistant et qui est très recherché à travers tout l'Imperium en fait, pour justement en faire des armes, évidemment. Alors Agrippina, c'est un monde qui est très proche de la Porte Cadia. Ce qui m'a toujours amusé, en fait, c'était dans le symbole d'Agrippina. Vous voyez, vous avez le symbole Pi. Pi qui a été oublié à cette époque du 41e millénaire. Et du coup, il vous explique que ce symbole, ils pensent que... parce que eux-mêmes ne savent pas l'origine, en fait, de leur iconographie. Et ils pensent que leur symbole, en fait, vient de la porte cadienne. Alors qu'en fait, tout le monde sait que c'est Pi, évidemment. Ça, c'est assez amusant, ce côté qui vous projette, en fait, où ça vous rattache à votre réalité aussi, en vous disant, tiens, nous, on connaît ces Pi, et puis après, il faut se projeter et dire que, évidemment, au 41e millénaire, on ne sait plus forcément ce à quoi ça correspond. Donc Agrippina, c'est un monde qui est toujours en lutte contre le chaos, donc qui va avoir des petits tracks spéciales justement contre le chaos, et ça c'est pas mal niveau fluff. On verra ça avec les règles, mais vous verrez qu'ils ont fait un effort en fait pour essayer vraiment de coller aux archétypes des mondes forges en fait. Alors Stygie 8, donc Stygie 8, eux ils sont spécialisés en fait dans tout ce qui est dissimulation, donc dissimulation par le camouflage optique numérique, c'est-à-dire qu'en fait ça va être des troubles très difficiles à détecter. Et pourquoi en fait? C'est parce que au sein de Stygie vous avez les Xénarites. Alors les Xénarites, c'est des prêtres qui se sont spécialisés dans l'étude de tout ce qui est technologie xéno en fait. Et comme pour l'Imperium, tout ce qui vient des Xénos est le mal absolu, donc bien sûr c'est des études qui ne sont pas approuvées par les autres adeptes du culte Mechanicus, et donc ils sont obligés de se cacher. Et de ce fait, c'est pour ça qu'ils se sont spécialisés justement, le côté camouflage, et on ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où on vient, vous ne nous voyez pas, mais on récupère pas mal de trésors, et on fait des recherches interdites. Alors Graia, on apprend que tout autour de la planète, vous savez, il y a comme sur Mars un peu un anneau de fer, et que chez Graia, en fait, cet anneau de fer peut bouger, et que c'est des grands vaisseaux qui peuvent se déplacer, et ça leur permet justement d'aller pousser leur quête de connaissances là où ils veulent. Par contre, évidemment, c'est assez dangereux parce que ça attire, alors on ne sait pas exactement expliquer, mais ça attire l'attention en fait des nécrons et des démons. Justement, donc ces gros anneaux qui se déplacent. La contrepartie, du coup, les troupes de Graia sont réputées pour être extrêmement tenaces et ne jamais fuir, et de préférer... Enfin, bon, ça, c'est un peu le cas de beaucoup de troupes dans le 41e millénaire, mais eux, encore plus, ne jamais fuir. Donc, Metallica, attention à ne pas confondre avec le groupe, évidemment. Je pense qu'il y a un lien assez amusant, on le voit dans l'historique en fait, parce que Metallica c'est un monde qui est réputé pour être extrêmement bruyant, être rempli de métal, un petit peu en mode heavy metal, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup Metallica c'est un monde qui est un petit peu moins, qui est un petit peu plus indépendant en fait vis-à-vis de Mars, et qui préfère mener ses petites affaires, pas forcément en accord forcément avec Mars. Donc Metallica, c'est un monde qui est souvent en proie aux attaques des orques, et qui possède bien sûr ces légions titaniques.
Donc Metallica, voilà. En plus, si vous voulez changer leur style visuel est assez différent parce qu'ils ont une robe blanche avec le rouge assez caché, justement. Justement en rapport avec leur petite allégeance à Mars, mais petite. Ensuite, Risa, eux, on vous explique que ce sont les spécialistes du plasma et qui manufacturent en fait les meilleures armes à plasma de l'Imperium. Et que, comme on n'est pas très prêteur dans le Mechanicus, en fait, il n'y a pas de communication, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont fournir en fait les armes, et qu'ils vont pas fournir en fait leur méthode pour justement créer des armes plasma. On va voir ça un petit peu plus loin encore. Alors Triplex Fall, c'est un monde forge que moi je ne connaissais pas, qui était peut-être dans d'autres publications. Et en fait, ce qu'on nous explique, c'est que les Tripress de Triplex Fall ont découvert de nombreux mondes colonisés lors de l'âge de la technologie, aux abords de la galaxie, comme ils sont assez loin de Terra, dans l'Ultima Segmentum. Du coup, ils ont pu découvrir beaucoup de SCS perdus. Vous savez, les SCS, c'est les schémas de construction standardisés, c'est-à-dire c'est des sortes de codes ou des codex. Alors je sais pas quelle forme ça peut avoir, mais qui permettent en fait de construire à partir de rien. En fait, c'est des schémas de construction standardisés, hein, voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ça, c'est la ressource la plus recherchée, hein, pour le culte Mechanicus, essayer de retrouver justement les technologies perdues. Donc Triplex Fall, eux, en possèdent pas mal, et bien sûr, ils veulent pas les partager avec Mars, et c'est pour ça que Mars envoie en fait une délégation directement pour les escorter, donc pour les surveiller tout simplement. Et on raconte que Triplex Fall, du coup, profite aussi des agents de Mars pour les mettre justement, j'imagine, en première ligne à chaque fois qu'il y a des combats. Ensuite, Deimos. Donc Deimos, c'est le satellite de Mars qui a été donné donc au chapitre des Grey Knights, des Chevaliers Gris. Donc ça, il faut se reporter en fait à tout ce qui est fluff Chevalier Gris. En fait, comme c'était une lune de Mars lourdement industrialisée et que les Chevaliers Gris ont besoin évidemment de secrets, donc ils ont eu leur propre monde forge qui est rattaché maintenant à Titan. Et donc il y a une sorte de symbiose entre Deimos et les Chevaliers Gris, même s'ils font très attention à surtout pas partager leurs secrets, évidemment. Donc c'est très cloisonné, mais c'est un système qui fonctionne. Donc Vos Prime vous apprend que c'est un des mondes les plus proches de Mars en termes d'affiliation, et qui ont la deuxième plus grosse productivité de la galaxie. Donc ils manufacturent vraiment beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grande ceinture d'astéroïdes, et ces astéroïdes les protègent aussi de tout ce qui est invasion orque en l'occurrence. Et au fur et à mesure que les vaisseaux justement tentent de passer, ça leur fait des épaves et donc du coup des ressources de plus. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils ont toujours eu des problèmes à créer les armes plasma, et du coup les armes de Vos Prime sont plus capricieuses en plasma. Et là, il y a une petite phrase que je vais vous lire que j'aime bien. Et ils vous disent qu'aucune aide n'ait jamais été demandée ni offerte est un indice de l'orgueil et du secret à l'œuvre, même parmi les plus dévots du culte Mechanicus. Vous voyez, donc c'est ce qu'on retrouve avec Risa dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a ce côté, on est tous ensemble en quête de connaissances. Par contre, on va tout garder pour nous, hein. Donc ils sont pas prêts d'avancer. Il y a vraiment la connaissance, c'est le pouvoir. Et donc du coup, il faut le cacher. Alors Griffon 4, on vous apprend que c'est un des mondes les plus fortifiés dans les mondes forges, et que leur défense était égalée uniquement par celle de Mars, et que du coup les prêtres voulaient rester alors qu'il y avait en fait la vague tyrannie de Léviathan. Donc les Techprest avaient confiance en fait à leur forteresse indomptable, et du coup ont voulu rester alors que la flotte ruche venait justement à leur rencontre. Et on vous apprend que maintenant c'est juste un orbe mort, évidemment. Donc il y a eu d'autres batailles où à chaque fois l'Adeptus Mechanicus gagnait contre les Tyrannides, et là on voit que quand il y a juste une petite vrille, l'Adeptus Mechanicus s'en sort. Par contre, évidemment, quand c'est la flotte elle-même, même un monde aussi bien défini que Griffon 4, qui est un peu l'équivalent de Mars, hein, donc c'est pour vous projeter et vous dire que même si ça avait été Mars, ça aurait été pareil. Et bien, ce monde en fait a été complètement détruit et assimilé par la flotte ruche tyrannide. Alors ça, c'est une partie du fleuve que je connaissais pas en fait. Il vous parle en fait alors les Obédiens, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des combattants de la Legio Cybernetica, donc vous savez, c'est tout ce qui est les robots. Et on vous apprend en fait que les robots peuvent apparaître sur le champ de bataille, on ne sait où, on ne sait comment, obéir au Tech Priest, et puis après disparaître à nouveau pour peut-être des siècles et des siècles. Donc je ne sais pas, c'est historique pour moi en fait. À chaque fois, les Castellanambo étaient récupérés d'anciennes technologies, et puis étaient repeints pour l'Adeptus Mechanicus, et puis étaient réincorporés.
révérés, évidemment, comme les artefacts archéotechnologiques qui sont. Mais il n'y avait pas ce côté un petit peu comme la Légion des damnés, j'apparais, j'attaque, je défends, puis je disparais. D'ailleurs, ils en parlent pas non plus dans la description des Castellan robots, plus que ça, donc peut-être que c'est des Castellan robots un peu free blade, un peu, vous voyez, comme les chevaliers qui justement apparaissent comme ça pour se battre. Bon. Toujours est-il que vous avez pas mal de schémas de couleurs qui sont assez sympathiques et qui changent un petit peu aussi de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'imagerie de 40 000. Donc il y a de quoi s'inspirer hein, pour son propre schéma de couleurs. Alors là on arrive dans toute la partie qui va être consacrée au chevalier impérial. Donc au chevalier impérial affilié à Mars, parce que vous savez qu'en fait dans les maisons des Knights, il y a ceux qui sont plutôt affiliés à l'Imperium et ceux qui sont plutôt affiliés à Mars. Et là bien sûr on va être sur tous ceux qui sont plus Adeptus Mechanicus. Donc là c'est vraiment le codex Knight qui a été un petit peu synthétisé pour rejoindre le codex Adeptus Mechanicus. Donc on vous présente une maisonnée, on vous présente les héraldiques, avec les grandes maisons. Donc la maison Raven, c'est celle qui possède le plus de Knight. Donc la plus grande maisonnée, celle qui a la plus grande puissance. Donc la maison Vulker. La maison Vulker, on vous apprend qu'elle a des liens vraiment très étroits avec l'Adeptus Mechanicus et qu'ils préfèrent se cacher, qu'ils aiment les secrets. Donc une sorte de chambre cachée de peut-être l'Adeptus Mechanicus. Alors la maison Taranis, on vous apprend qu'elle a de très forts liens avec Mars. Pourquoi? Parce que ça a été tout simplement la plus ancienne maisonnée de Knights. C'est sur Mars qu'ont été faits les premiers Knights. Et c'est justement la maison Taranis qui en a hérité. Alors la maison Krast, elle, on vous apprend qu'elle était là bien sûr à l'ère Résidorus et qu'elle a eu du mal à encaisser évidemment la trahison des forces qui sont devenues justement les forces du chaos. Et donc ils ont de fait changé leur héraldique pour se consacrer pleinement à la lutte contre le chaos. Donc dès qu'on a besoin d'eux, contre le chaos, ils sont là, c'est la maison Krast. Donc là on arrive toujours sur la grande frise chronologique qui va vous détailler tout ce qui s'est passé. Donc on va retrouver l'âge de la technologie, donc là où justement l'humanité a colonisé Mars, que les planètes Mars et Terra étaient en symbiose, et puis envoyaient de plus en plus de vaisseaux pour coloniser en fait l'espace. Donc ça c'est le début, tout se passe bien. Ensuite évidemment il y a les tempêtes warp, ça se passe un peu moins bien. C'est là où l'humanité décline. Et puis sur Mars, donc c'est la guerre civile qui aboutit à la destruction de tout ce qui avait été terraformé et que Mars se trouve être une planète stérile et pleine de radiation. Donc de ce fait les techno-adeptes deviennent justement le culte prédominant sur Mars. Et puis après l'empereur justement une fois qu'il a unifié donc toutes les tribus de Terra, sachant qu'il a besoin absolument de Mars et de ses forges, va faire un traité. Et on vous apprend aussi que Mars, c'est une planète qui est alliée de Terra et de l'Imperium. Et c'est la seule dans ce cas-là, en fait. Toutes les autres planètes sont inféodées à l'Imperium, alors que Mars, c'est vraiment une alliée. Alors ça a été rendu possible aussi parce que, en voyant l'empereur, tous les prêtres de Mars pensaient que c'était l'Omni-Messie. Donc l'Omni-Messie, pourquoi? Parce qu'en fait, il avait une connaissance absolue de tout ce qui était technologique. Et de ce fait, c'était pour eux l'incarnation du dieu-machine. Et c'est pour ça aussi que l'Adeptus Mechanicus suit tout aussi l'empereur et l'Imperium. Donc ensuite l'aube de l'Imperium, les Résidorus, la purge, donc ça c'est justement essayer de débusquer toutes les factions dissidentes une fois qu'Horus a été battu. Puis ainsi de suite avec toutes les crises, hein, la crise de Nova Terra, quand il y avait une planète qui se revendiquait Nova Terra et du coup n'acceptait plus de recevoir d'ordre de Terra. Donc il y a eu des schismes évidemment à cette époque. Donc je ne vais pas tout vous détailler, hein, vous pouvez le voir. Donc là à chaque fois ça va reprendre des petits éléments assez intéressants, dont là celui-ci l'expédition de Telloc. C'est ce qui est à l'origine en fait des livres Prêtre de Mars, Seigneur de Mars et Dieu de Mars. 3 romans alors j'ai lu que les 2 premiers, pourquoi? Parce que le 3e n'est pas ressorti. Donc si un jour ça ressort, ou si vous l'avez quelque part, n'hésitez pas à m'en parler. Ensuite, on arrive dans ce qui est l'actualité en ce moment. Donc la croisade Indomitus, qui du coup est terminée hein, techniquement dans l'époque où est écrit ce codex en fait. Donc la croisade Indomitus, Roboute Gilman a été défendre justement les domaines d'Ultramar et de fait la croisade s'étiole un petit peu et perd en efficacité.
On apprend aussi que les nécrons s'intéressent vraiment beaucoup à l'Adeptus Mechanicus et se réveillent au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce qu'évidemment, comme les nécrons, eux aussi, luttent contre le chaos, il y a des protocoles en fait qui raniment tout ce qui est monde endormi des nécrons dès qu'il y a justement une grande influence du chaos. Donc comme là, il y a beaucoup, enfin vous imaginez bien avec la cicatrice maledictum, comme il y a beaucoup de force du chaos présente, il y a aussi beaucoup de nécrons qui se réveillent. Donc on retrouve l'image qu'on a sur les premières pages, hein, toujours, donc l'illustration cette fois-ci en couleur. Ensuite, on va vous présenter les différents personnages. Donc, bon, il n'y a que Belisarius Cawl, hein, qui est vraiment un personnage nommé et reconnu dans le Mechanicus pour l'instant. Donc on vous explique qu'il est extrêmement vieux, qu'il était là même avant l'Imperium, et qu'il a tellement d'informations dans sa tête que lui-même ne sait plus d'où il a eu ces informations, ni même ce qu'il a pu créer et réaliser. Donc ça, c'est un passage que je trouve assez sympa, hein. Le côté je suis tellement vieux que je ne me rappelle plus tout ce que j'ai fait. On vous apprend aussi que Cawl est très actif, qu'il est sur de multiples projets, pas seulement sur la création des Primaris et de leur armement, et qu'il reste lui-même persuadé que ses plus grandes créations seront encore à venir. Et c'en est tout pour les personnages. Alors le Tech Press Dominus, c'est simplement un leader qui va être la personne la plus apte à guider une manipule ou une armée justement pour faire la guerre. Donc comme on voyait tout à l'heure, ça peut être n'importe quel type de Tech Press, hein, spécialisé en biologie, en cybernétique ou autre chose. Ensuite on a les Tech Press Engineer, donc eux en fait sont ceux qui sont directement affiliés à la réparation en fait de tout ce qui est machine. Les Tech Priest, eux, ils sont plus dans la recherche-création, et les Tech Priest Engineer, eux, ils sont plus dans la réparation sur le champ de bataille. Donc ça va être les 3 QG qu'on va pouvoir avoir. Donc là, une belle image, bien mise en situation, avec une bonne dynamique. Donc bien sûr, des Castellan robots. Castellan robots, hein, on vous apprend que c'est des robots qui sont antérieurs eux aussi à l'Imperium, et qui doivent être programmés en fait directement sur le champ de bataille. C'est pour ça qu'il y a le Data Smith juste à côté. Parce que sinon, c'est des machines qui, une fois qu'on a une tâche en tête, vont essayer de l'accomplir quoi qu'il arrive. D'où l'intérêt des Cybernetica Data Smith qui sont là pour accompagner justement les Castellan et puis les reprogrammer sur le champ de bataille directement. Ensuite, on a les Fulgurite Electroprest et les Corpuscari Electroprest. Donc on vous apprend que là, ce sont en fait 2 sortes de sectes qui s'affrontent sur la façon d'interpréter l'énergie motrice. Donc l'énergie motrice, c'est le courant que vous allez trouver justement dans tout ce qui est circuit imprimé, etc. Pour eux, en fait, c'est l'énergie vitale de l'Omni-Messie. Et sur les Fulgurite Electroprest, en fait, le but, c'est de récupérer justement toute cette énergie et qu'elle ne doit pas être partagée. Donc dans leur dogme, ils se doivent en fait de récupérer l'énergie motrice des adversaires pour justement se l'approprier. Alors que les Corpuscari, eux, c'est un peu le contraire. Eux, en fait, ils veulent partager et que tout le monde soit soumis justement à l'énergie motrice. Donc au contraire, ils vont beaucoup donner cette énergie justement à leur adversaire aussi. Alors pourquoi ils ont tous les yeux bandés ici? C'est parce qu'en fait, on vous apprend que l'énergie justement fait fondre les orbites de leurs yeux et que du coup, ils voient le monde à travers l'énergie motrice. Donc si vous avez vu Matrix Révolution, je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut l'interpréter. Vous voyez, Neo voit les images à travers une sorte d'énergie. Je pense que justement aussi les Electroprest voient le monde de cette même façon. Si je trouve une image, d'ailleurs, je vais vous la mettre pour que ce soit plus clair. Donc bien sûr, ces 2 sectes s'affrontent constamment, et je dois dire que c'est même étonnant de les retrouver ensemble sur le champ de bataille. Et pourquoi pas, on peut toujours avoir des alliés qui n'ont pas forcément des buts communs, mais la guerre est presque ouverte, hein, entre ces deux clans. Alors, les cataphrons, Breacher et Destroyer. Donc ça va être sensiblement la même chose. On vous apprend que c'est en fait des cyborgs, hein, tout simplement, donc c'est-à-dire une enveloppe charnelle humaine où on enlève un petit peu tout. On va garder à peu près une moitié de tête, un petit peu le haut du corps, et puis on va greffer dessus donc un châssis de véhicule et puis des armes lourdes. Donc eux, le but des cataphrons, c'est vraiment la destruction. Donc on apprend en fait dans l'historique que les cataphrons, eux, leur but, c'est vraiment d'être de la chair à canon. Pour les Tech Priest, hein, ils cherchent absolument pas à préserver les cataphrons, au contraire, hein. Les cataphrons, c'est des tueurs, on les envoie sur le champ de bataille et plus ils font de massacres et mieux c'est, hein. Pour ça aussi qu'on vous dit que bizarrement les humains qui avaient des tendances un petit peu violentes comme ça font des excellents cataphrons.
Alors les Skitarii Rangers et Skitarii Vanguard, donc ça va être les troupes de base, hein, ce qu'on va trouver le plus dans l'Adeptus Mechanicus. Donc c'est des humains qui ont fusionné leur corps justement avec la machine, donc en souvenir de l'époque où ils marchaient à travers Mars. Donc on leur coupe en fait les jambes et les bras, on les remplace par des bioniques, et on leur fait une sorte de lavage de cerveau pour qu'ils soient complètement soumis aux impératifs doctrinaires des Tech Priest, avec la petite spécialité des Vanguard qui est tout ce qui est arma radium. Donc eux en fait sont tellement imprégnés de radioactivité qu'ils émanent d'eux en fait de la radioactivité, ce qui est très intéressant pour le combat parce que ça leur permet, s'ils ne tuent pas directement l'adversaire, au moins de l'irradier et donc du coup de le tuer à long terme. Alors les Sicarians, les Russ Stalkers et les Infiltrateurs. Donc ce qu'on apprend aussi, c'est que c'est des Skitarii qui ont été détruits sur le champ de bataille, qui sont récupérés et améliorés. Donc moi je pensais que c'était directement en fait que c'était une construction d'origine qui prenait directement en fait un humain et puis qui lui implémentait, qui lui mettait les bioniques. Mais en fait non, d'abord ça passe par l'étape Skitarii. Bon après peut-être qu'il y en a aussi qui sont directement construits à l'origine comme ça, hein. Donc les Rustalkers, en fait, c'est ceux qui ont leur lame sonique. Et les infiltrateurs, c'est ceux qui émettent en fait avec leur dôme, là, je sais pas comment on peut appeler ça, leur casque, une sorte de bruit parasite qui parasite justement la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, enfin tous les sens sont surchargés. C'est un bon atout en fait, parce que dès qu'ils sont à côté des ennemis, tout simplement, leurs sens sont paralysés, ils ont juste à arriver et puis les achever. Et l'idée c'est qu'ils opèrent sur une fréquence bien précise et que tous leurs alliés en fait vont avoir des contre-mesures qui au contraire vont améliorer en fait leur performance et ils vont entendre ce bruit parasite comme justement un chant à la gloire de l'Omni-Messie. Alors autant fluffiquement ça a l'air fort et ça a l'air impressionnant, autant vous verrez que les règles c'est un petit peu moins ça. Alors, Sidonian Dragon, c'est les sortes de sentinelles, hein, vous savez. Alors ça, c'est des machines qui, à la base, ont été conçues comme une expérience de mouvement perpétuel. Donc on vous apprend que ces machines-là, en fait, créent leur propre énergie qui les auto-alimente et que du coup, elles ne s'arrêtent jamais. Mais bien sûr, comme tout ce qui est beau, ça a été perverti pour servir la guerre et en plus, on a perdu la façon de les construire en fait. Donc les Tech Priest ont peur de les arrêter, c'est pour ça qu'ils les font continuellement marcher. Donc un Horus Rider est toujours en train de fonctionner, de peur que si on l'arrête, il redémarre pas. Et donc il y a deux versions, une version plus orientée corps à corps et une version plus orientée arme lourde. Donc là aussi dans l'historique on vous apprend que les Ballistari sont des tireurs hors pair qui peuvent achever n'importe quel ennemi en un seul coup, parce qu'ils ont en fait tout un tas d'optiques qui permettent d'analyser, une base de données aussi qui permet d'analyser toutes les espèces de la galaxie, toutes les forces de la galaxie et savoir exactement où tirer. Donc du coup je pensais qu'en termes de règles, ils avaient aussi une règle qui représentait cela. Et du coup, j'étais aussi un petit peu déçu. Mais bon, si tout était aussi fort que ce qu'on nous raconte, hein, fluffiquement, les batailles, elles seraient vite pliées. Alors, le Dune Crawler, ça, c'est l'équivalent du tank, hein, du Mechanicus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, à l'intérieur, vous avez donc un pilote et un artilleur. Et le pilote, en fait, rentre dans une cuve pour être en symbiose parfaite avec l'esprit de la machine. Que bien sûr, comme le Dune Crawler possède son propre réacteur, du coup, le pilote se trouve irradié et du coup, doit être changé assez régulièrement, comme une simple pile ou une pièce de rechange. En tout cas, ils font tout pour vous montrer que l'humain, par rapport à la machine, c'est vraiment pas la machine au service de l'humain, mais c'est vraiment l'humain au service de la machine. Alors ensuite, on va vous présenter les différents Knights, donc le Warden, celui qui est équipé du canon d'assaut. Le Paladin, ça c'est assez connu. L'Errant, c'est celui avec l'arme à fusion, qu'on voit ici. Le Galant, c'est cette version-là, complètement corps à corps. Et le Crusader, c'est celui plutôt orienté tir, où il n'a pas d'arme de corps à corps. Donc là, on arrive sur les images. Donc peu de nouveautés, donc je vais aller assez vite. Tout ça, c'est des figurines qui sont déjà connues, sauf si vous débutez évidemment dans le jeu, dans Warhammer 40 000. Mais je crois même pas qu'il y ait eu de nouvelles figurines peintes pour l'occasion ou de conversion. Je crois que les Castellan, ils étaient déjà peints à l'origine. Bien sûr, on reste toujours dans des couleurs assez rouges, hein. Si, alors voilà, c'est peut-être les deux figurines qu'on n'avait pas vues avant dans un codex. Donc les chevaliers, dans un bel environnement urbain.
Donc là, bien sûr, ça fait écho aux boîtes de Start Collecting, qui sont des boîtes pour justement démarrer votre armée. Donc ils vous disent que c'est une boîte fantastique pour commencer, ce qui est vrai hein, d'ailleurs. Et qu'après, ça serait pas mal de la compléter avec ce que vous trouvez là. Donc ça aussi, c'est bien quand on débute vraiment dans le hobby et qu'on ne sait pas par où aller, qu'on ne sait pas quoi prendre. C'est quand même une bonne piste hein, de suivre simplement ce qui vous indique. Faut pas penser qu'aux joueurs vétérans, évidemment, il y a aussi des joueurs qui commencent avec cette version-là. Et heureusement d'ailleurs hein, pour l'avenir du hobby. Alors, on arrive à ce qui intéresse justement une grande partie d'entre nous, donc les règles pour pouvoir justement les jouer. Alors, les quantiques, vous en avez 6. Donc, les quantiques, soit vous le choisissez, mais vous pouvez le choisir qu'une seule fois par bataille, ou alors soit vous jetez un dé pour les avoir au hasard et espérer peut-être avoir celui qui vous convient et peut-être avoir 2-3 fois celui qui vous plaît. Alors, on va détailler les différents quantiques. Donc, vous pouvez relancer les tests de morale ratés. D'accord. Ensuite, vous pouvez jeter un D6 pour chaque unité qui est à 1 pouce de vous. Sur un 6, elle subit D3 blessures mortelles. Ça peut être sympa. Après, je pense pas que je vais avoir envie forcément d'aller au corps à corps, donc c'est plutôt défensif. Ensuite, on peut relancer les jets de touche de 1 pour les unités, mais uniquement en combat. Donc là aussi, ça veut dire au corps à corps. Donc là, ça fait 2 quantiques plutôt orientés corps à corps. Ce qui n'est pas forcément pour moi le triple de l'AD plus Mechanicus. Ensuite, vous avez un bonus de couvert qui ne se cumule pas avec le bonus de couvert déjà existant. Un plus 1 en force, donc là aussi, hein, c'est pareil, c'est du corps à corps. Je trouve qu'il y a une grande partie qui est orientée corps à corps. Ça fait déjà 3 bonus pour le corps à corps. Heureusement, vous avez un petit bonus pour le tir. Vous pouvez relancer les jets de touche ratés de 1 pour les unités affectées à la phase de tir. Donc c'est vrai que tout ce qui est élite, c'est plutôt des figurines corps à corps, hein, tout ce qui est Sicarian et puis les Electroprest. Mais moi, je pense plutôt que j'ai envie de jouer l'Adeptus Mechanicus en format tir. Et là, il n'y a qu'un petit quantique que je trouve intéressant pour justement le tir. Donc un petit peu déçu sur les quantiques. Enfin, un petit peu déçu, très déçu, surtout quand on compare par ce qu'il y avait avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez avant, mais dans le Codex Kitari, vous aviez des bonus à la CT, des plus 3, des plus 2, des plus 1, que vous pouviez choisir aussi comme ça. Donc là, je pense qu'on peut parler de nerf. Hein, ça a été très nerfé, hein, justement par rapport aux compétences des Skitari. Alors les 3 choix QG, donc Belisarius Cawl qui est un personnage, donc attention parce que si vous le jouez, vous devez jouer le monde forge de Mars, donc avec les règles de Mars. Alors Belisarius, moi c'était une figurine que je trouvais vraiment trop forte hein, quand on avait joué à Gathering Storm avec ses règles en V7. Il était presque intuable, hein, parce qu'à lui seul, il pouvait se prendre toute une armée. Il régénérait, il avait une double insensible à la douleur. C'était vraiment très difficile de le faire tomber. Donc là, même s'il reste endurance, c'est beaucoup plus accessible, parce que l'endurance de 6 est puis aussi pénalisante pour les armes que ce qu'on a pu connaître avec la V7. Bon, par contre, ça reste un personnage avec moins de 10 points de vie, ce qui veut dire que si c'est pas l'unité la plus proche, vous pouvez pas le prendre pour cible. Donc ce qui, quand même, rajoute... donc là, après, il faut voir évidemment en termes de jeu comment ça va être joué, etc. Mais c'est une défense qui peut être plus facilement contrée qu'une défense naturelle sur ses stats. Il va falloir au contraire bien jouer pour essayer de faire en sorte qu'il soit toujours protégé. Alors en termes de tir, il y a l'atomiseur solaire, portée 12, SO D3, force 10, PA-4, dommage D3, avec, si la cible est à demi-portée, D6 dommages pour les dommages justement. Donc c'est pas une arme qui va être utilisée tous les 4 matins, hein, parce qu'il faut vraiment qu'il soit assez proche. Donc à vous de voir si vous avez vraiment envie de vous rapprocher autant de l'adversaire. Après au corps à corps, il se défend quand même, hein, parce qu'il a la ruche de Mécavry. Donc ça, c'est 2d6 attaques supplémentaires, qui vont être à force 5, qui vont toucher sur du 2+. Donc ça permet de ventiler un petit peu de la masse. Et après, contre le reste, hein, vous avez une arme force 6 avec moins 2 et qui met 2 dommages. Donc comme il n'a que 4 attaques, c'est pas non plus un foudre de guerre. Hein. Alors, ces petits bonus, donc du coup, vous avez mettre des machines. Donc ce qui est un peu dommage, c'est qu'à chaque fois, mettre des machines, vous allez le retrouver sur plusieurs figurines, mais qu'à chaque fois, la règle est un petit peu différente. Donc là, il va permettre de récupérer un point de vie à une unité de l'Imperium. Et si c'est une figurine de l'Adeptus Mechanicus, ça peut être des 3 points de vie. Donc ça peut être même des... il n'y a pas de notion de véhicule, hein, donc ça peut être simplement un personnage aussi. Et le bonus le plus sympathique, c'est que vous pouvez relancer n'importe quel jet de touche à la phase de tir pour les unités Mars amis à 6 pouces ou moins. Donc ça, je pense que c'est pour ça qu'on a envie de le jouer. Puis après, le petit bonus aussi, c'est l'arc Magos. Donc ça vous permet d'ajouter 1 ou de soustraire 1. Donc quand vous jouez sur les quantiques de l'omniustique, vous jetez un dé. Donc c'est pas trop mal, parce que ça vous permet de fiabiliser, si vous voulez, toujours le même quantique. Alors ensuite, si vous voulez jouer un autre monde forge que Mars, du coup, vous allez vous orienter vers le Tech Priest Dominus. Parce que le Tech Priest Engine Seer, il est un petit peu trop faible à mon goût. C'est vraiment quand vous voulez économiser les points ou rajouter un petit personnage. Donc on va avoir en fait des armes assez sympathiques. Alors bien sûr, il va toucher moins fort, mais relancer le jet de touche de 1 à la phase de tir de toutes les unités
a mis à 6 pouces ou moins. Donc c'est moins fort évidemment que tous les jets pour toucher, mais c'est quand même son petit bonus. Et par contre, lui, il a une arme qui tire un peu plus loin, donc le rayon d'éradication, portée 24, lourde de D3, force 6, PA-2, dommage 1. Et les étapes que... Pardon, vous m'excusez à chaque fois pour la voix et le toussage intempestif, mais c'était ça ou pas de vidéo, donc bon. Les attaques de cette arme qui cible les ennemis à 8 pouces ou moins sont résolues avec PA-4 et dommage D3. Donc sur un bon jeté de dés, ça peut quand même faire mal. Alors le Tech Priest Engine Seer, que je trouve assez faible, évidemment, bon, il fait que 3 points. Déjà, il n'a pas de bonus d'aura. Il va simplement en fait vous permettre de réparer des... Alors là, c'est pareil, ça va être des véhicules. Il ne va pas pouvoir réparer d'unités d'infanterie, par exemple. Au corps à corps, ça va pas être terrible, parce qu'il peut effectuer qu'une seule attaque avec son gantelet. Au tir, c'est un pistolet laser, on n'en parle pas. Donc voilà, il ne me paraît pas très très intéressant, vraiment juste pour réparer les points de coque, enfin les points de vie. Ensuite dans les troupes on trouve les rangers, donc ce qui est intéressant c'est leur arme, donc le fusil galvanique, portée 30, tir rapide, force 4, dommage 1, et chaque fois qu'un jet de blessure pour cette arme donne 6, cette attaque est résolue avec PA-1. Donc avant, on avait la possibilité de cibler en fait des personnages, des choses comme ça, dans l'ancienne version du codex. Là, ça me paraît un petit peu moins intéressant. Donc c'est une unité qui va être mise sur un objectif. Après, si aussi les bioniques, en fait, avant, c'était une insensible à la douleur. Là, maintenant, on est sur une sauvegarde invulnérable à 6+. Bon, ça va pas encaisser à mort. Alors bien sûr, après, vous avez les armes spéciales. Et c'est dans les armes spéciales qu'on va peut-être pouvoir les rendre un peu plus efficaces. Donc les vanguards. Donc les vanguards, ce qui est intéressant, justement, c'est leur aptitude d'irradiation. Donc on réduit de 1 l'endurance des ennemis tant qu'elles sont à 1 pouce ou moins d'une ou plusieurs unités de ce qui t'arrive en garde. Donc là par contre ça veut dire qu'il faut être au corps à corps. Donc si vous vous faites charger, bon c'est un peu compliqué parce que comme il n'y aura pas moyen de leur tirer dessus, ça veut dire que c'est vraiment les unités de corps à corps qui vont se spécialiser justement pour aller contrecharger l'unité qui vient de charger le vanguard. Là encore on s'oriente vraiment vers du corps à corps. Toujours pas ce que je veux faire avec le Mechanicus. Mais bon, au moins ils ont ce bonus-là, qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes. S'ils sont sur de l'endurance 4, ils pourront le blesser sur du 4+, ce qui est pas mal. Alors la carabine à radium, 18 pouces, assaut 3, force 3, avec la capacité, si vous faites un 6+, pour toucher, vous allez infliger 2 dégâts au lieu de 1. Donc ce qui veut dire aussi qu'il faudra séparer vos dés. Alors je trouve pas ça très logique, je pense que ça aurait été sur un 6 pour blesser, qu'on mettait 2 dommages, ça aurait été plus simple à gérer. Là il faudra faire 2 poules de dés différents entre ceux qui ont donné 6 et qui vont donner 2 dommages, mais il faut quand même jeter pour blesser, et les autres, tout simplement. Alors ensuite dans les troupes, vous allez trouver aussi les cataphrons brécheurs et les cataphrons destroyers. Donc là aussi à chaque fois le bionique, le quantique, donc quasiment tout le monde a le quantique, évidemment. Donc bien sûr l'aptitude serviteur lourd de combat, donc vous pouvez vous déplacer et tirer avec vos armes lourdes, heureusement, parce que sinon ça n'aurait pas été terrible. Déjà qu'ils ont une CT de 4+, si en plus s'ils bougeaient, ils avaient un malus, ça n'aurait pas été très très intéressant comme unité. Alors pour les brécheurs, endurance 5, 3 points de vie, 3 plus de sauvegarde. Donc ils sont armés avec l'électrofusil lourd, donc 36 pouces, ça c'est pas mal parce que ça veut dire que vous pouvez les laisser un petit peu en retrait. Avant les brécheurs, de mémoire, il fallait vraiment un peu plus se rapprocher pour qu'ils soient efficaces. Là on peut les laisser en retrait, 36 c'est pas mal, avec 2 tirs force 6, PA-2 qui mettent D3 dommages. Et si vous tirez sur un véhicule, ça devient D6 dommages. Donc, je pense que c'est l'arme plutôt assez efficace. Après elle va manquer peut-être un petit peu de force, parce que souvent les véhicules c'est 7 ou 8 d'endurance. Donc ça fait blesser les véhicules sur du 5+. Après, si vous vous rapprochez, vous avez le canon en torsion qui, lui, a force 8, donc va blesser plus facilement. PA-4, donc en général, il n'y aura pas de sauvegarde. Et surtout, le D6 dommage, ce qui est très important pour enlever beaucoup de points de vie d'un coup. Par contre, il n'y a qu'un seul tir. Donc avec une CT de 4, autant dire, il ne va pas falloir se craquer. Donc au corps à corps, on a la pince hydraulique. Donc force x2, ça fait force 10. PA-1, c'est pas mal, D3 dommages. Par contre, vous devez soustraire 1, donc c'est un gantelet, ce qui fait que, du coup, comme ils touchent déjà, eux, sur du 4, ça fait toucher sur du 5+. Donc certes, ils ont 3 attaques, mais enfin, là aussi, ça va être compliqué de faire des dommages vraiment au corps à corps avec eux. On passe ensuite aux destroyers, c'est ceux que je préférais, justement, parce qu'ils avaient de la portée. Alors ils ont une moins bonne sauvegarde de 4+, ça faut y faire attention, parce que des fois on a tendance à l'oublier si on peut jouer les 2 unités. Par contre niveau des armes, donc la coulevrine à plasma de base, donc avec ses 2 modes. Alors le plasma ne surchauffe que en mode surcharge, ce qui est assez logique au final. Donc mode classique, lourde D6, force 7, PA-3, 1 dommage. Et en mode surchargé, force 8, PA-3, 2 dommages. Et par contre sur un 1, là aussi vous êtes directement détruit. Ça peut être un peu cher payé, mais bon, si on veut absolument terminer une unité, pourquoi pas. Moi j'ai préféré le canon à graviton lourd, qui
tire un petit peu moins loin. Par contre, 5 tirs. Donc 5 tirs, si vous avez une unité de 3, ça fait déjà 15 tirs, avec une force de 5, une PA de moins 3, et dommage 1. Et si la cible a une caractéristique de sauvegarde de 3 ou mieux, les dégâts de cette arme deviennent D3. Et c'est pas comme si toutes les armées que vous allez affronter, enfin dans la plupart du temps, on retrouve beaucoup de Space Marine ou affiliés. Là, avec tout ce qui est sorti, bon, on va souvent faire du dommage D3. Hein. Il y a vraiment que si vous jouez contre de l'Eldar ou de l'Astra Militarum que le canon à graviton va pas être très intéressant. Quoique vous pourrez toujours cibler les véhicules. Alors les serviteurs, vous savez, c'est les petites figurines là, qui portaient une arme lourde. Sauf que là, jusqu'à 2 figurines peuvent remplacer leur servo-bras par un bolter lourd, un canon en plasma ou un multifuseur. Ce qui veut dire que sur les 4 figurines, vous aurez que 2 armes lourdes. Ensuite, ça va être du servo-bras. Donc il ne va pas servir à réparer, ça va être juste du corps à corps. Chaque servo-bras ne peut servir qu'à effectuer une seule attaque. Du coup, vous avez 4 figurines, 2 qui vont être là pour tirer et 2 qui vont être là pour faire une attaque force 3 x 2, force 6, PA-2, dommage 3. Alors certes, les dommages sont assurés, par contre, force 6, ça reste assez faible. Sans compter que s'ils ne sont pas boostés par un tech prest à côté, ils ont une CC 5+, et une CT aussi de 5+. Donc une unité qui, moi, me paraît vraiment pas très intéressante. Faut voir après jouer, évidemment, mais là, j'avoue que c'est pas l'unité vers laquelle je vais aller directement. Alors le Data Smith, lui, va être très intéressant, surtout pour jouer avec les Castellan robots. Comme bien sûr, c'est un personnage, en plus, hein, il va pas forcément se faire tuer facilement. Et bien sûr, comme il est aussi maître des machines. Donc là, il est spécialisé sur les Castellan robots. Un Castellan robot ami à 3 pouces ou moins, la figurine réparée récupère des 3 points de vie. Donc ça peut être pas mal, on va le voir avec les profils des Castellan. Ensuite, les 2 Sicarian, Roadstalker et Infiltrator. Mouvement 8, c'est pas mal, touchant à 3+, sauvegarde à 4, avec toujours le petit bionique, qui est une sauvegarde invulnérable à 6. Donc évidemment, les infiltrateurs peuvent s'infiltrer, donc toujours pareil, hein, vous les mettez en clandestinité, et à la fin d'une phase de mouvement, vous les mettez à 9 pouces d'un ennemi. Alors d'ailleurs, j'en profite tout de suite, l'aura neurostatique, vous savez, hein, c'est la chose qui paralyse complètement les ennemis, on va voir ce que ça fait en termes de règles. Les unités ennemies à 3 pouces ou moins d'un ou plusieurs Sicarian infiltrateurs doivent soustraire 1 à leur commandement. Et oui, là il y a une petite pointe de déception quand même, hein, parce qu'avant il faut se rappeler que c'était -1 en CC, -1 en CT, -1 en commandement, enfin ça commençait à taper pas mal, à vraiment incapaciter l'unité, alors que là, juste soustraire 1 à leur commandement, bon voilà, là je suis assez déçu. Donc après au niveau des armes, donc là on a tout ce qui est armes soniques, en gros sur un 6+ pour blesser, la cible va prendre des blessures mortelles, donc ce qui peut être pas mal. Et là, eux, à l'inverse, ils vont plutôt être là pour les unités nombreuses. Donc chaque jet de touche pour cette arme qui donne 6 provoque 3 touches au lieu de 1. Et comme en fait ils ont une force +2, force 6, ça peut commencer à être pas mal pour justement des unités assez nombreuses. Par contre, ils perdent une attaque. Vous voyez, attaque 2, là, attaque 3. Donc il faut calculer ce qui est le plus rentable. Donc j'essaie de voir un petit peu ce qui est le plus rentable. Mais... parce que là, en fait, du coup, sur des 6, vous allez faire plus de touches. Mais là, en contrepartie, vous mettez directement une blessure mortelle. Mais par contre, c'est une blessure mortelle qui remplace votre touche classique. Et c'est pas une blessure mortelle en plus. Bon, ça à voir en termes de jeu, ou en termes de look de figurine aussi, hein, ce que vous préférez. Bon, moi, j'ai déjà des infiltrateurs, donc ce sera infiltrateur, la question se pose pas. Alors, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais pas non plus détailler toutes les entrées. Les balistae, vous voyez, c'était des tireurs hors pair, donc c'était 3+. Bof. Ensuite, c'est des armes lourdes qu'ils portent, donc il n'y a pas de bonus, ce qui fait que dès que vous allez bouger, vous allez tirer sur du 4+, ce qui n'est pas terrible, hein, parce que fluffiquement, c'est une unité qui est censée tout le temps bouger. Hein. Vous savez, vous vous rappelez, ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc s'ils ne s'arrêtent pas, et ils le peuvent... Enfin, je trouve que là, fluffiquement, l'unité n'est pas très réussie, en fait. Hein. Donc je ne sais pas si ça intéresse que moi hein, d'avoir des unités qui fluffiquement correspondent à ce qu'on nous décrit, mais pour une unité qui est obligée de se déplacer tout le temps, là, typiquement, vous le laissez en fond de table, vous le cachez, et puis il ne bouge jamais, en fait. Alors, les Castellan robots. Castellan robots, une unité très intéressante hein, de l'Adeptus Mechanicus. 12 points de puissance, ça commence à causer. Donc, mouvement 8, c'est pas mal, hein, c'est assez rapide, ça veut dire qu'on peut les emmener vraiment chercher à aller au corps à corps, hein, surtout qu'ils sont équipés de points de Castellan. Force +4, donc ça vous fait du force 10. Pas de modificateur pour toucher. Bon, ils touchent déjà que sur 4+. PA-3 et dommage 3 directement. Donc comme ils ont chacun 3 attaques, il y a vraiment moyen quand même de causer des dommages directement avec les Castellan robots. Hein. Donc ensuite, force 6, endurance 7, point de vie 6, leur permet d'encaisser un petit peu, et puis de pouvoir justement espérer se faire réparer. Commandement 10, donc ils ne vont pas fuir tout de suite. Sauvegarde à 3+,
Et dans la protection qu'ils vont avoir, c'est aussi la grille de déflexion, qui leur donne une sauvegarde invulnérable à 5+. Et si jamais vous faites un 6, l'unité qui a attaqué subit une blessure mortelle. Donc avant, c'était le tir qui était renvoyé, donc il fallait refaire le jet pour blesser, etc. Là, ça va être un peu plus rapide, hein, c'est pour accélérer un petit peu le jeu. Donc ils ont bien sûr leur protocole, donc par défaut, au début de la partie, vous avez le protocole égide. Donc c'est-à-dire que vous allez ajouter 1 au jet de réserve, au jet de sauvegarde que vous avez. Donc on peut imaginer qu'ils ont une de plus. Alors ensuite, les protocoles conquérants. Donc l'unité ne peut pas tirer, mais elle peut combattre 2 fois, au lieu d'une à chaque phase de combat. Donc ça peut être vraiment pas mal, parce que vous voyez, on se retrouve avec 6 attaques, hein, 6 attaques de gantelet. Ça peut broyer un véhicule ou des grosses unités. Et ensuite le protocole protecteur, donc ça c'est quand vous êtes plutôt équipé arme de tir. Donc chaque arme devient lourde de 6 ou 2d6 pour le lance-flamme. Donc les armes justement, l'éclateur phosphore lourd, portée 36, lourd de 3, donc là ça devient du lourd de 6, et comme ils peuvent être équipés de 3 éclateurs à phosphore, ça fait 3 x 6, 18 tirs, donc 18 tirs force 6 PA-2, qui ne donne pas de bonus de sauvegarde de couvert. Comme vous pouvez avoir des tech prest à côté qui vont permettre de relancer les 1 ou ce genre de choses, ça peut être vraiment une unité qui va produire beaucoup de tirs. Alors le Dune Crawler, donc là c'est la plateforme, donc bien sûr lui, s'il bouge, hein, il pourra tirer sans malus avec ses armes lourdes. Il va toucher sur des 3+, en général. Donc le faisceau d'éradication, vous savez, c'est cette arme-là qu'on voit ici. Je trouvais qu'elle était un peu faible et un petit peu compliquée à utiliser, et là du coup elle a été simplifiée, donc portée 36 pouces, lourde D6, force 8, PA-2, dommage D3. Et quand vous êtes très proche, du coup, ça va être PA-4 et dégâts D6. Donc si vous faites un bon jeté de dés, hein, je sais pas, on peut imaginer 5 tirs à 3+, force 8, ça va être très bien, PA-2, c'est pas mal aussi, et puis dommage 3 si vous avez... Alors, il faut un petit peu de réussite sur les lancers de dés, mais ça peut quand même faire assez mal. Donc moi, les miens, je les avais montés avec laser à neutrons, parce qu'à l'époque, c'était pour moi une des meilleures armes du jeu, hein, une galette force 10, PA-1, donc qui rajoutait +2 sur le tableau de dommages, ça c'est pour les anciens de la V7. Là maintenant, 48 pouces, c'est pas mal, lourde D3, force 10, PA-4, dommage D6. Et avec le petit bonus que les 1 ou les 2 sur les dommages sont traités comme des 3. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, quand vous allez toucher, vous allez faire minimum de 3 à 6 dommages. Ensuite, on se rappelait que si vous aviez des Zonaghan Crawlers qui étaient les uns à côté des autres, la sauvegarde invulnérable était améliorée. Là, c'est simplement que si vous en avez un autre à côté, vous pouvez relancer le jet de sauvegarde invulnérable de 1. Donc c'est pas tous les jets de sauvegarde, c'est uniquement le 1. Ensuite, les différents Knights, donc les lignes de stats, ça va être toujours la même chose. Force 8, endurance 8, point de vie 24, attaque 4, commandement 9, sauvegarde 3+. Et donc, vous voyez, mouvement 12 de base, CC et CT 3 qui va baisser. Donc ça, c'est pas mal, surtout sur un chevalier, hein, qui pouvait être des unités vraiment difficiles à faire tomber. Là, bon, dès que vous avez commencé à réduire de moitié les points de vie, tout de suite, il va être moins efficace sur le tir, moins efficace au corps à corps. Et après, quand il est proche de la mort, là, c'est pareil. Donc, je trouve que ça, c'est justement sur des unités comme le chevalier, c'est vraiment une bonne règle, une bonne façon de gérer les choses. Alors, on va regarder les armes. Tronçonneuse Reaper, force +4, donc ça vous fait du force 12, ça commence à taper, moins 3, et directement 6 dommages. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est ce qui représente en fait le côté Titan Killer qui a disparu maintenant. Là, vous êtes sûr que si vous touchez, vous mettez directement 6 points de dommage, ce qui peut one-shot des personnages, ou commencer à faire bien mal sur un véhicule. Après, le gantelet, lui, donc force x2, ça vous fait force 16. Par contre, il faut soustraire 1 au jet de touche, donc c'est un petit peu moins intéressant. PA-4, et là aussi, dommage 6 directement. Et alors, le petit bonus, c'est que si vous détruisez un véhicule ou un monstre, choisissez une unité ennemie à 9 pouces, et cette unité, sur un 4+, va subir D3 blessures mortelles. Donc ça représente le chevalier qui va attraper le rhino et puis le balancer sur les troupes à côté. Donc le bouclier ionique, c'est une sauvegarde invulnérable à 5+. Tout simplement, il n'y a pas besoin de choisir l'orientation. Donc marcheur super lourd, évidemment, pas de malus pour bouger et tirer. Vous pouvez vous désengager, battre en retraite, et directement tirer et ou charger lors du même tour. On peut ignorer l'infanterie, passer au-dessus d'elle. Voilà. Et donc l'attaque de piétinement, donc ça s'appelle les pieds titanesques. Attaque de mêlée, force utilisateur, donc ça va être de la force 8, PA-2, dommage D3, et on effectue 3 jets de touche au lieu de 1 pour chaque attaque effectuée, etc. Ce qui veut dire que vous avez 4 x 3, 12 attaques. Donc force 8, PA-2, dommage D3. Ce qui est quand même pas mal, hein, c'est pas négligeable. Surtout quand ça touche sur du 3+. Après le galant, j'étais un petit peu déçu. Pourquoi? Parce que je me disais, étant donné qu'il est vraiment spécialisé en corps à corps, peut-être qu'il va avancer un petit peu plus vite alors que pas du tout. Peut-être qu'il va avoir une attaque en plus alors que pas du tout. Peut-être qu'il va toucher un peu mieux alors que pas du tout. Et
Du coup, j'avoue que je ne trouve pas très intéressant parce que vous allez toujours choisir une des deux armes, rarement les deux en même temps pour effectuer vos attaques. Donc le fait qu'il ait les deux, bon, c'est pas... Ah ouais, je suis assez déçu du Galant. Je pense qu'ils auraient pu le booster un petit peu plus pour qu'il aille vraiment au corps à corps et qu'on voit vraiment le spécialiste. Donc le Crusader, hein, c'est la version spécialisée en tir, donc avec ses armes un peu plus puissantes. Donc le canon Gatling Avenger, 36 pouces, lourd de 12, force 6, PA-2 et dommage 2. Donc ça c'est pas mal, hein, ça paraît une bonne arme, on va dire. L'obusier à tir rapide, ça va avant c'était 2 tirs de galette, là maintenant, donc 72 pouces, lourd de 2d6, force 8, PA-2, dommage D3. C'est vrai que les armes perdent peut-être un petit peu avec la V8 de personnalisation. On va souvent retrouver des choses un petit peu équivalentes. Enfin, je trouve, hein, par rapport à ce qu'on avait en V7, où on avait un peu plus de distinction. Mais bon, après, ça va aussi plus vite à jouer, donc c'est pas plus mal. Donc la page des arsenals. Les armes de tir, les armes de mêlée. Voilà. Une petite photo, toujours avec de la fumée. Donc là, on peut se demander aussi, là, je me demande comment ils font en fait pour mettre juste de la fumée juste en bas et que cette fumée ne monte pas. Est-ce que c'est du Photoshop avec une sorte de flou? Je ne sais pas, enfin moi ça m'intéresse ce côté technique. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Alors j'ai essayé de regarder hein, s'il n'y avait pas des nouvelles unités, des choses qu'on n'avait pas vues avant. Là c'est du classique, hein. J'ai rien vu que je ne connaissais pas. J'ai essayé de regarder mes mains dans les décors hein, pour voir s'il n'y avait pas une future sortie sur un décor. Alors, les dogmes de Montforge. Les dogmes, c'est quoi? C'est simplement que vous allez choisir une règle spéciale pour votre armée. Alors là aussi, petite déception sur Stige 8. Votre adversaire doit soustraire un de ses jets de touche lorsqu'il vise une unité dans ce dogme situé à plus de 12 pouces. Donc c'est exactement la même règle que pour l'Alpha Légion, et c'est exactement la même règle que pour la Raven Guard. Et je trouve ça assez dommage de retrouver... Alors, oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, c'est bien, parce que c'est une règle qui est très puissante. Hein. Moi, je trouve que c'est une règle vraiment... Enfin, c'est un gros bonus. D'avoir ce gros bonus, un petit peu, quelle que soit l'armée que vous jouez, c'est pas mal. Mais d'un autre côté, on n'est pas trop dans la personnalisation et tout le monde peut avoir accès à ce bonus de façon générale. À la limite, hein, j'aurais bien aimé avoir aussi le bonus des Salamanders. Hein. Vous savez, le bonus des Salamanders, ça permet, pour chaque unité, elle a droit à relancer un jet pour toucher et un jet pour blesser. Et ce, à chaque fois qu'elle fait une action, hein, donc elle peut le faire 4-5 fois dans le tour. C'est extrêmement fort, je trouve. Donc après, vous avez d'autres petits bonus qui, moi, me semblent quand même moins intéressants. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est les stratagèmes que vous allez pouvoir utiliser, qui vont être aussi en fonction du Montforge que vous avez choisi, et aussi des artefacts. Alors les stratagèmes, on va bien sûr pas tous les détailler. Un, moi, qui m'apparaît vraiment très bien, celui-ci, là, pour 2 points. Utilisez les stratagèmes lors de phase de tir. Si une unité de cataphront destroyer de votre armée est à 6 pouces ou moins d'une unité de Castellan Robot, ajoutez 1 au jet de touche de ces 2 unités à cette phase. Vous voyez, moi je suis plus orienté tir hein, dans mon armée du Mechanicus. Après c'est assez souple, la plupart vous pouvez les utiliser directement, c'est pas très spécialisé comme ce qu'on avait pu voir avec le Codex Space Marine où c'était juste pour tel ou tel type d'unité. Il y a pas mal de choses à faire et il faut avoir pas mal de choses en tête pour savoir quand utiliser ces points de stratagème. Et là, c'est ceux qui sont justement spécifiques à Montforge, donc ça peut faire partie aussi du bonus que vous allez choisir. De même les traits de seigneur de guerre, donc vous avez un trait spécifique à chaque faction, chaque Montforge, et puis des traits plus génériques. Donc là aussi, pas mal de choses, regardez en détail. Je vous laisse découvrir aussi, hein, je ne vais pas tout vous dire, il faut vous laisser un petit peu de surprise. Donc Arcana Mechanicum, c'est tout ce qui est armes légendaires, armes reliques. Donc certaines sont spécifiques bien sûr à Montforge. Donc c'est pareil, je vous laisse découvrir. Ensuite les coups en points, donc là il y a beaucoup à dire pour juste cette page-là, hein, c'est là où on pourrait y passer le plus de temps, mais là ça demande vraiment de rentrer dans l'analyse en profondeur du codex. On peut déjà voir les coups de Belisarius Call, 250 points, sachant qu'il faut rajouter hein, toutes les armes qu'il peut avoir, donc je n'ai pas regardé en détail hein, évidemment. Mais voilà. Les objectifs tactiques.
avec des petites choses assez sympas comme détruire et acquérir, qui est bien dans la thématique, marquer un point de victoire si au moins un véhicule ennemi a été détruit mais n'a pas explosé, ne s'est pas craché, comme ça vous allez pouvoir l'étudier. Donc voilà, ça c'est pas mal. Moi j'aime bien quand ça, justement, le jeu se rapproche assez de l'historique. Donc voilà pour le Codex Adeptus Mechanicus. Là la vidéo va être sans doute un peu plus longue que ce que j'avais fait précédemment. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez justement une vidéo un peu plus longue, je rentre un petit peu plus dans le détail, ou si vous préférez plutôt des vidéos plus courtes qui sont là juste pour présenter et de faire une preview rapide du Codex. Voilà. Veuillez m'excuser encore pour ma voix, même si au fur et à mesure de la vidéo, je l'ai bien chauffé, donc ça a dû s'améliorer. Mais comme je vous dis, c'était soit ça, soit pas de vidéo, et comme je voulais vraiment faire cette vidéo toujours dans les temps et vous présenter le codex avant que ça sorte, pour que vous puissiez savoir si vous avez envie de l'acheter ou pas. Mais de toute façon, si vous jouez Adeptus Mechanicus, vous allez avoir envie de l'acheter. Donc faites-vous plaisir, et puis n'hésitez pas à liker, et je vous dis à bientôt.